Ouais, what's up, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, énorme vidéo. Oui, mais Adam, c'est pas ta chaîne, pourquoi c'est toi qui parles? T'inquiète pas. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va vous raconter les pires histoires que vous avez vues sur internet. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées. On est parti pour une nouvelle vidéo. Cet incident s'est produit au courant de l'automne de l'année 2006. J'ai grandi dans une région rurale de l'Ohio. Ma maison avait des bois assez denses situés directement derrière elle. Enfant, j'avais une passion pour l'exploration. J'aimais particulièrement explorer ces bois et c'était mon endroit préféré avant cet incident. Je m'y étais promenée plusieurs fois, toujours avec la permission de ma mère. Il y avait un arbre en particulier que j'aimais souvent grimper dessus, habituellement à peu près à mi-chemin, donc je me perdais sur l'une des branches les plus lourdes pour me relaxer en écoutant des sons paisibles de la nature. Grimper sur cet arbre, pour la toute première fois, était tout un accomplissement. Dans cette position, je pouvais partiellement voir l'arrière de ma maison. Ce jour-là, après une bonne dose d'exploration, j'ai soigneusement escaladé mon arbre préféré. Je me suis assis sur une branche solide et j'ai profité de la vue. Naturellement, comme il était tard en octobre, le soleil a inévitablement commencé à se coucher en quelques minutes. Je me suis toujours senti un peu triste de voir l'obscurité qui s'approchait. Les bois étaient comme mon propre petit sanctuaire et je pouvais m'y divertir pendant des heures. Quand l'obscurité commençait à tomber, ma mère se tenait toujours au bord de la petite forêt et appelait mon nom jusqu'à ce que je rentre docilement à la maison pour ne pas être bloquée dehors après la tombée de la nuit. Après avoir regardé le coucher du soleil jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir, j'ai commencé ma descente vers le bas de l'arbre. J'étais presque en bas quand j'ai entendu la voix familière de ma mère qui criait mon nom. J'ai d'abord pensé que ce n'était rien puisque cette routine s'était produite de nombreuses fois auparavant. Et puis j'ai réalisé quelque chose d'étrange lorsque mes pieds ont touché le sol. La voix de ma mère venait de derrière moi, plus profondément dans les bois, plutôt que vers l'entrée où elle se tenait toujours quand elle m'appelait à la maison. Ma mère n'était jamais entrée dans ces bois. En tout cas, pas avec moi. J'étais impatient de la retrouver et de lui montrer toutes mes activités préférées avant qu'il ne fasse trop sombre. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Comment a-t-elle pu aller dans ces bois devant moi ? J'aurais certainement pu la manquer depuis le haut de l'arbre, mais comme elle n'était jamais entrée dans ces bois, elle a continué à appeler mon nom. Et il y avait quelque chose de vraiment étrange. Elle avait l'air absolument frénétique, presque en colère. Craignant que j'ai des problèmes pour des raisons actuellement inconnues, je suis restée gelée sur place. Alors que sa voix se rapprochait, j'ai plissé des yeux pour voir si je pouvais la localiser et déterminer exactement comment en colère ou bouleversée elle semblait être. Mais je n'ai vu personne, et je n'ai rien remarqué d'inhabituel. J'ai soudainement entendu sa voix appeler mon nom depuis la direction de la maison, et elle semblait beaucoup plus calme. Quelques secondes plus tard, de quelque part dans les bois, je l'ai encore une fois entendue. Ce n'était pas un écho ni le fruit de mon imagination. Je l'entendais littéralement me faire signe depuis le bord de la cour arrière, et ainsi que devant moi. Mes jambes se sont soudainement transformées en gelée. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. « Viens ici, maintenant !» disait la voix que je croyais être la sienne à l'origine. J'ai réalisé que peu importe qui imitait ma mère se rapprochait. Je ne me suis pas demandé si c'était la vraie voix de ma mère ou non, car il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'exprimait qui me déconcertait. Terrifiée par ce que je verrais si je me tenais debout là plus longtemps, j'ai fait demi-tour et j'ai couru vers la sortie du bois en prenant mes jambes à mon cou. Et c'est un miracle que je n'ai pas trébuché lors de ma fuite. Même si la maison n'était pas très loin d'où je me trouvais, ces bois ne m'avaient jamais paru aussi larges qu'à ce moment-là. Derrière moi, la voix de ma mère continuait à appeler mon nom. La panique s'est installée alors que ma vraie mère est enfin apparue, attendant patiemment comme elle le faisait habituellement. Dans mon état effrayé, j'ai absolument refusé de regarder en arrière. Dès que je suis sortie des bois et que je suis entrée dans la cour arrière dans les bras de ma mère, l'autre voix a soudainement disparu. Plutôt que de s'éteindre, elle s'était arrêtée au moment même où j'avais mis les pieds dans mon jardin. Je devais avoir l'air aussi effrayée que je le croyais, parce que ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas. Et lentement mais sûrement, ma panique a diminué. Je n'ai rien dit, jusqu'à ce que je sois sûre que nous étions en sécurité à l'intérieur de la maison avec toutes nos portes verrouillées. J'ai demandé à ma mère si elle était entrée dans les bois, et semblant confus par la question, elle m'a répondu que non, bien sûr. Après cette confirmation, j'ai hésité, et je lui ai demandé si elle avait entendu quelqu'un d'autre appeler mon nom et crier. La réponse à cette question était également non. Bien que j'étais encore très secouée, j'ai réussi à expliquer tout ce qui s'était passé aussi clairement et rationnellement que possible. Ma mère était étonnamment nonchalante à propos de toute cette histoire, en m'expliquant que j'avais dû l'imaginer et que je passais trop de temps là-bas tout seul. L'incident dans ces bois était resté gravé dans ma mémoire jusqu'à ce jour. Je peux encore entendre cette voix aussi clairement qu'une cloche. Qui que ce soit ou quoi que ce soit
qui m'appelait. Mon nom ressemblait exactement à ma mère, mais je sais que ce n'était pas elle. Non seulement elle m'attendait dehors, mais la voix aussi semblait étrange, d'une manière que je ne peux toujours pas l'expliquer complètement. Je ne suis pas retournée dans les bois jusqu'à mes 17 ans, et même là je n'ai jamais traîné très longtemps. J'ai soigneusement passé en revue toutes les possibles explications, mais aucune d'entre elles ne me semblait entièrement plausible. Ce n'était certainement pas ma mère qui jouait une farce. Il n'y avait aucune chance qu'elle ait pu le faire, sans parler du fait qu'elle n'ait jamais été du genre à faire ses blagues. Je doute aussi fortement que ce soit quelqu'un d'autre, car comme je l'avais dit, nous vivions dans un endroit très rural. Le plus proche voisin était au moins à des kilomètres de chez moi, et je ne connais personnellement aucun d'entre eux. Et puis, comment aurait-il pu connaître mon nom et savoir exactement où je me trouvais ? Nous avons depuis déménagé de cette maison, mais ma mère et moi discutons occasionnellement de l'incident. Elle prétend toujours qu'elle n'a jamais entendu ou vu quoi que ce soit d'inhabituel là-bas. Je sais que ça ne devrait pas être le cas, mais ce qui s'est passé dans ces bois continue de me tourmenter. J'ai passé de nombreuses heures là-bas avant ce jour-là, et je n'ai jamais rien eu qui sortait de l'ordinaire. La meilleure explication que j'ai à ce sujet est la possibilité d'un double, ou peut-être un démon. Mais je n'en suis pas sûre. Si quelqu'un a une explication possible à ce qui a pu se passer, eh bien, j'aimerais bien l'entendre. Si l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo est déjà allé ou vit en Californie du Nord comme moi, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un cruel manque de lieux effrayants là-bas, ou même d'activités paranormales en général. Mais la maison mystérieuse de Winchester est toujours debout, mais elle s'est essentiellement transformée en un piège à touristes, ce qui gâche un petit peu son côté effrayant. Il y a beaucoup de lieux à forte criminalité, ou des zones douteuses par-ci par-là, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui est quelque chose de complètement différent. Ce que mes amis et moi avons rencontré cette nuit-là est quelque chose qui me hante encore. C'était au milieu des vacances de printemps cette année-là, et mes amis et moi, on s'ennuyait comme des rats morts. Notre vol pour Miami a été annulé à la dernière minute, et on savait qu'on devait rester à la maison un peu plus longtemps. On était un simple groupe d'adolescents qui s'ennuyaient et qui avaient envie de vivre une aventure. On savait qu'on allait faire une série de décisions totalement stupides, mais on n'avait rien à faire. Finalement, je me suis baladé sur TikTok, et je suis tombé sur une vidéo assez virale, sur ma For You page. Le TikTok montrait une série de lieux paranormaux et légendaires à travers l'Amérique. Et une légende en particulier prend place dans la ville de San José, en Californie, la ville la plus proche de nous. Le TikTok décrit l'histoire d'une tribu ou un truc comme ça, des personnes albinos qui ressemblent à des fantômes, qui sortent la nuit pour attaquer les voyageurs sans défense. Ils étaient connus pour diverses activités et rituels sataniques, et certains les accusent même d'être responsables de la disparition des gens qui habitaient ces montagnes-là. La légende dit que les albinos sataniques qui vivaient là-bas étaient maudits, et qu'ils étaient des êtres démoniaques venant d'une autre dimension. D'autres articles en ligne parlent d'une tribu de créatures qui ressemblent à des fantômes, et qui hurlent, et qui capturent des gens de manière très étrange. Et beaucoup d'autres personnes en ligne ont même mentionné avoir entendu des cris stridents et forts à chaque fois qu'ils passaient par là, après le coucher du soleil. J'ai même trouvé un article de presse d'un site plutôt crédible mentionnant la disparition d'un jeune homme dans ces mêmes collines. L'homme était un jeune randonneur, en bonne santé, et n'avait apparemment aucune raison de disparaître aussi soudainement. La police n'a toujours pas trouvé son corps jusqu'aujourd'hui. Mais après avoir fait un peu plus de recherches en ligne sur les albinos sanguinaires, je suis arrivé à la conclusion que c'était probablement une sorte de culte bizarre ou un groupe de drogués dans les collines. J'ai supposé d'abord que la disparition du randonneur pourrait être seulement une simple coïncidence, et les légendes urbaines sont très faciles à répandre sur internet. Alors je l'ai balayé d'un revers de main, considérant cette histoire comme un mythe stupide. J'en ai parlé à 2-3 amis, et nous nous sommes bien moqués de cette légende. On était tous sceptiques sur cette soi-disant histoire d'albinos sanguinaires, et on pensait que c'était encore une fois une histoire stupide d'internet. La plupart de mes amis, y compris moi, n'avions jamais tourné dans les histoires un petit peu paranormales. En fait, on croit pas trop aux fantômes pour commencer, mais c'était quand même intéressant de discuter à propos de cette légende urbaine. Mais mes amis et moi, on voulait vivre une aventure, on s'ennuyait à mourir, et on était vraiment excités à l'idée de savoir que cette légende urbaine se trouvait qu'à quelques minutes de chez nous. Et puis, on avait beaucoup trop de temps à perdre. Donc on a voulu vérifier, par nous-mêmes, ce qu'il se passait là-bas. On voulait être ceux qui allaient prouver que ces albinos sanguinaires n'existaient pas, et que c'était juste des collines normales. Dans le pire des cas, au moins mes amis et moi, on aurait trouvé un bon coin pour fumer là-haut. La zone semblait extrêmement isolée, et nous n'avions aucun moyen de contacter la police depuis là-haut. Et comme on n'avait rien de mieux à faire, on y est parti à 2 h du matin. J'étais accompagné de mes amis, Kevin, Taylor et James, qui était à la place du conducteur. Et on avait apporté quelques trucs avec nous, comme des lampes torches, des chargeurs de téléphone et quelques drogues artisanales, faites par nous-mêmes. On a réglé notre GPS, cap vers Hicks Road, San José, Californie, et nous avons démarré. Dans les collines, tout semblait normal. Les routes de montagne sinueuses n'avaient rien de trop atypique. À ce moment-là,
on a complètement baissé notre garde. Et on a même commencé à se moquer des gens qui pensaient que la légende était réelle, parce que de toute manière, ces mecs-là avaient peur de tout et de rien. Alors qu'on s'est enfoncé dans les collines, Kevin a dit qu'il avait trouvé une carte sur Google, dans un forum. Et cette carte semblait nous donner des coordonnées où étaient supposés vivre ces albinos sanguinaires. On a décidé de prendre le taureau par les cornes et de se diriger vers les coordonnées. Chaque partie de moi me disait que c'était une très mauvaise idée, mais à cette époque-là, j'étais vraiment bête. Et une fois arrivé là-bas, les choses ont vraiment commencé à devenir étranges. Il n'y avait plus de signal, et on était dans les bois à 3 h du matin. Si on criait ou on appelait à l'aide, personne ne pouvait nous entendre. Et malgré notre intuition qui nous disait de ne pas aller là-bas, on a quand même continué la route. Quand on est arrivé à la maison là-bas, il y avait une grande allée qui partait de la maison vers la route principale. Et il n'y avait pas de numéro de maison, ni de rue, et aucun albinos sanguinaire non plus. On était vraiment déçus, mais on a quand même décidé d'explorer la maison. Alors on est tous sortis de la voiture, Kevin et Tyler sont allés fumer un joint, alors que James et moi, on est allés du côté de la maison pour l'explorer. Alors que James et moi nous nous aventurions à l'intérieur de la maison, on n'a rien vu de trop inhabituel. Des graffitis, des murs détruits, des détritus, des bouteilles d'alcool sont les choses qu'on a trouvées là-bas. Rien de trop atypique pour une vieille maison. Mais il y a quand même un détail qui m'a fait vraiment flipper. Au sol, il y avait une étoile satanique qui était peinte, mais on ne l'a pas vraiment pris en compte, parce que n'importe qui aurait pu faire ça, surtout un groupe d'adolescents comme nous. Il y avait encore quelques vieux hangars et bâtiments. Mais encore une fois, ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. C'était une maison ordinaire, abandonnée, dans un quartier inoccupé, depuis très longtemps. Mais alors que Jaime et moi, on était en train d'explorer l'arrière de la maison, on a remarqué un chemin, mais qui n'était pas pavé. C'était un chemin formé à travers les années, à cause de gens qui montaient et descendaient. Quelqu'un était forcément monté là-haut dans les collines. Naturellement, Jaime et moi, on a décidé de suivre le chemin. En descendant, Jaime et moi, on a entendu un gros bruit. Un hurlement. Épouvantable. On aurait dit une personne mais qui n'était pas une personne en même temps. Les cris étaient presque contrôlés, comme s'il parlait à quelqu'un. La personne qui faisait du bruit avait l'air en colère. En vitesse, on a braqué nos lampes torches brutalement en pointant l'endroit d'où venait le bruit. Et on a remarqué un cerf mort sur le sol. Il était démembré, mutilé. Au début, Jaime et moi, on a pensé que c'était peut-être un lion de montagne qui avait fait ça. Un puma comme ils disent. Parce qu'il y en avait pas mal dans ces collines-là. Mais les cris ne ressemblaient pas à ceux d'un cerf, ni à ceux d'un puma. Et en sachant que les pumas traînent leur proie sur les montagnes, ça avait pas de sens que le cerf soit mutilé comme ça et reste sur place. Mais en regardant autour de nous, Jaime et moi, on est restés figés. Au loin, à côté du cerf, il y avait une silhouette. Une ombre. On pouvait à peine la voir dans le noir, mais par réflexe, j'ai braqué ma lampe torche sur la silhouette. Et j'ai pensé que c'était peut-être Kevin qui essayait de nous faire peur, mais quand la lumière s'est reflétée, on a réalisé que la silhouette humanoïde n'était pas Kevin, mais plutôt une sorte de créature qui tenait 2 jambes dans ses mains. Quelque chose qui ressemblait à un humain, mais qui n'était pas un humain. Il avait une peau qui ressemblait à de la pâte à mâcher, et ses yeux étaient gorgés de sang. Dans ma tête, je me disais que c'était un SDF fou ou un drogué dans les bois, mais la façon dont cette chose bougeait n'était pas humaine. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. La créature a sauté sur le cerf. Et soudainement, 3 autres créatures, exactement identiques, sont apparues. Et tous les 3 ont emporté la carcasse du cerf et ont disparu dans l'obscurité. Mais le pire, c'est que l'un des 4 est resté là, à nous regarder. Jaime et moi, on était en train de trembler. D'habitude, je suis une personne plutôt calme, mais là, l'adrénaline est montée en flèche. La créature criait et avançait en même temps. Jaime et moi, on a couru le plus vite possible. On s'est mis à sprinter de toutes nos forces, en sachant qu'on pouvait y laisser nos vies. Il fallait surtout pas regarder derrière nous. Les cris devenaient de plus en plus forts, et on entendait de plus en plus de bruit de pas derrière nous. On est tombé sur Kevin et Tyler, et ils semblaient être confus, perdus. J'ai crié « Démarrez la voiture! On sort d'ici !» Les deux étaient totalement perdus. Mais aux expressions de nos visages, ils ont vite compris qu'il fallait qu'on détale de là. On a rapidement sauté dans la voiture de Kevin, mais il fallait mettre de l'essence. Et alors qu'on sortait, on a entendu d'autres cris derrière nous, et Tyler a commencé à pleurer. Pendant notre fuite, sur le chemin de terre, une de ces créatures est montée par le côté et a sauté sur la voiture. Kevin n'a même pas eu le temps de réagir, la créature a heurté le pare-choc avant, et aucun d'entre nous ne voulait faire demi-tour pour voir ce qu'on avait heurté. Mais j'ai réussi à regarder par l'arrière, et je l'ai vu. L'albinos n'était pas du tout impressionné, et ne semblait pas avoir été blessé par la voiture. Il nous a juste regardé, d'un air menaçant, pendant qu'on était en train de partir. Quand nous sommes revenus dans la ville, on a tout expliqué à Kevin et Tyler, exactement dans les moindres détails. Et d'abord, on a envisagé d'appeler la police. Mais on savait qu'on allait avoir des problèmes parce qu'on avait de la drogue dans la voiture. Et de toute manière, la police ne nous croirait même pas. La voiture avait une grosse bosse sur le pare-choc, mais malheureusement, une grosse bosse sur le pare-choc ne suffit pas pour prouver l'existence des albinos sanguinaires. Après cette histoire, on a rarement remis ce sujet sur la table. Jaime et moi l'avons mentionné 1 ou 2 fois brièvement, mais on a décidé de ne plus jamais en parler. Kevin et Tyler
étaient sceptiques au début, mais quand ils ont vu à quel point j'étais effrayé, ils m'ont cru sur parole. Un message à tous ceux qui visitent X-Road à San José, Californie. Allez-y en pleine journée si vous ne voulez pas rencontrer ce qu'on a vu ce soir-là. Je suis une femme de 23 ans qui ne croyait pas du tout aux fantômes. Je suis étudiante en psychologie et j'avais l'habitude de tout blâmer sur les angoisses et les peurs quant aux situations paranormales. Du moins c'était le cas jusqu'à l'année dernière. Cette histoire se passe à Colorado Springs, sur la route de Gold Camp. Si quelqu'un sait de quoi je parle, vous savez que cet endroit est un point chaud pour les légendes urbaines ou les histoires de fantômes effrayantes. La route est située sur le flanc d'une montagne qui possède plusieurs grands tunnels creusés à travers la montagne que vous devez traverser en voiture pour arriver au bord de la route. C'est surtout utilisé pour accéder aux routes panoramiques qui surplombent la ville et les sentiers de randonnée. Il y a aussi toutes sortes d'histoires effrayantes que je suis sûre que vous avez entendu parler si vous avez grandi dans la région. L'histoire raconte qu'un bus rempli de petits enfants se sont écrasés dans l'un des tunnels après qu'il se soit partiellement effondré. Et les esprits de ces enfants seraient piégés dans le tunnel. Apparemment, si vous conduisez dans le tunnel la nuit et que vous vous arrêtez, éteignez vos lumières et mettez du talc pour bébé ou de la farine sur votre pare-brise. De petites mains fantômes vous étalez la poudre tout autour. Je ne suis pas sûre que cette histoire ait une quelconque validité, mais on m'a dit que beaucoup de gens se débarrassaient de corps sur le bord de la route de cette montagne. Les falaises et les étendues sauvages en font apparemment un bon endroit pour dissimuler des preuves. De toute façon, tout cela n'a aucun sens pour moi. Je conduirai la route du Gold Camp environ une fois par semaine pendant l'été, car c'était une belle route de nuit pour se promener avec des amis. Et puis, il y a plusieurs endroits pour fumer avec une certitude relative de ne pas rencontrer la police. Non, je ne serai pas offensée si vous pensez que le fait que j'étais un peu à côté de la plaque ait pu contribuer à ce que j'ai pu voir là-bas ce jour-là. Tout est possible. En tout cas, mon amie, une jeune femme de 21 ans et moi avons passé environ 1 heure à fumer cette nuit-là, à se promener dans les endroits pittoresques en jouant de la musique jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. On avait déjà fait exactement la même routine tout l'été, et nous étions habitués des tunnels sombres et effrayants et des bois lourds, surtout la nuit. Et cette nuit particulière n'était pas différente. Enfin, jusqu'à ce que nous commencions l'ascension vers le sommet de la montagne. Je ne sais pas comment décrire ce sentiment, mais arrivé à un certain point sur la montagne, j'avais l'impression que je passais à travers un chemin distinct. Il y a un moment précis dont je me souviens avoir eu l'impression que nous étions dans un endroit complètement différent. C'est un peu comme le moment où tous les esprits sortent la nuit autour de la ville. Au début, c'est comme s'il n'y avait rien et que nous étions tout seuls. Et puis soudain, j'ai eu l'impression que l'endroit où nous étions était extrêmement peuplé. On ne voyait rien et c'était encore sombre, mais c'est comme s'il y avait une énergie autour de nous. C'était comme la sensation d'être dans une foule bruyante, sans que rien de physique ne se produise. J'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise, et mon amie m'a dit qu'elle devenait un peu effrayée. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que nous étions sur le point d'arriver au 2e tunnel et que nous allions bientôt descendre. Nous sommes entrés dans le tunnel et les phares ont éclairé tout le trajet. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, aussi clair que le jour. Un petit garçon se tenait debout à droite du tunnel, touchant presque le mur. Il ne ressemblait pas exactement à un vrai garçon qui se trouverait là, mais plutôt à une photo surexposée d'un garçon tiré d'un vieux film. Mon ami et moi avons tous les deux sursauté et j'ai freiné brusquement. Et sous le feu de l'action, le garçon s'est dissipé. Non, je ne veux pas dire qu'il a disparu. Je veux dire que nous avons réalisé qu'il n'avait jamais été là. Tu sais, le choc que tu as quand tu te réveilles dans une pièce sombre et que tu vois une veste accrochée à la porte. Et pendant une fraction de seconde, tu es convaincu que quelqu'un se tient là. Mais dès que tes yeux s'ajustent, tu réalises qu'il n'y a jamais rien eu du tout. Cela ressemblait à notre situation. Mais il n'y avait rien qui aurait pu confondre avec une silhouette de garçon ou de personnage. Le tunnel était éclairé par des phares et il n'y avait pas de roches ou de motifs sur la paroi. Juste un mur de roches lisses et la lumière vive de mes phares. Je n'avais jamais rien vu de tel. Ce qui m'a convaincu, c'est que mon ami avait aussi aperçu le garçon. Mais aucun de nous n'a eu la réaction stéréotypée de se tromper ou de confondre quelque chose pour un fantôme, comme sursauter ou ressentir un frisson. J'ai claqué les freins parce que j'étais positive, je pensais qu'il y avait un enfant. Et soudain, il n'y en avait jamais eu. C'est l'expérience la plus bizarre que j'ai vécue. Je ne douterai plus jamais de l'expérience du paranormal. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas toujours sous-estimer les légendes urbaines, car elles ont une drôle de façon de vous prouver le contraire. J'ai travaillé dans 4 hôtels différents, et un de mes propriétaires m'a dit un jour que tout hôtel de plus de 10 ans avait déjà eu des morts lors de ses années de service. Les seuls hôtels qui n'en ont pas sont ceux qui ont été ouverts récemment. J'ai donc commencé à demander aux autres membres de mon groupe et mes contacts. Tous les hôtels de ma région avaient au moins un décès dans les 3 dernières années, si ce n'est plus. S'il y a eu des décès, alors l'hôtel est assurément hanté, et 100% des vieux hôtels sont garantis d'être hantés. Pendant mes 6 années de service, j'ai travaillé à temps partiel pour 2 décès dans des hôtels différents. Un naturel, un pire encore. Mon ex travaillait dans un hôtel avec une seule chambre qui n'était jamais louée et utilisée comme stockage, car c'était le site d'un double homicide dans les années 60 par un tueur en série bien connu. Les décès dans les hôtels ne sont pas rares.
Je ne me soumets pas à la formule « mort égale hanté » de mes hôtels. Seulement, un seul avait agi de manière à être un hôtel hanté dans mon temps là-bas. Je faisais strictement partie de l'équipe de nuit. Parfois, je travaillais de 19h à 7h du matin, et parfois de 22h à 7h du matin. À 23h, je devais fermer toutes les portes et traiter avec les gens à travers la fenêtre de nuit. J'adorais cela, car je n'aimais généralement pas les gens. Mais je suis bon pour jouer la comédie d'un merveilleux employé de service à la clientèle. « Bonjour, comment allez-vous? Vous voulez une chambre ?» L'hospitalité vis-à-vis des clients est mon deuxième prénom, après tout. Mais après 23h, je dois fermer les portes de l'entrée du bureau, de la réception et de la salle du déjeuner, et être laissée seule jusqu'au petit déjeuner. Donc je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin pour vous dire, pour que vous puissiez vous imaginer mon petit royaume privé. Fermer les portes à clé résume bien mes périodes de travail. Pendant mes heures de solitude, quelques semaines après le début de mon travail, j'étais en train de scroller sur mon téléphone, et bam! Les portes de la salle du petit déjeuner ont commencé à tonner et claquer comme si elles avaient reçu un coup de pied de cheval. J'ai jeté un coup d'œil à ma caméra de sécurité qui se focalisait sur ces portes, mais je n'ai rien marqué. Rien, là je rembobine de quelques secondes, mais toujours rien. Alors je vais un peu plus loin, rien d'étrange également. J'ai revu toute la minute précédente jusqu'au moment où je me vois sursauter sur la caméra du bureau. Mais rien, les portes ne bougent même pas. J'ai entendu des enfants claquer ces doubles portes françaises, et le bruit que j'ai entendu, c'est à ça que leur claquement ressemble. Le bruit venait assurément de là. J'ai fait le tour du hall d'entrée du bureau et de la salle du petit déjeuner en regardant par les fenêtres, parce que j'avais peut-être entendu un accident de voiture, mais rien du tout. J'ai fait encore le tour, personne n'est dans les chambres au-dessus de mon bureau, ou dans la salle du petit déjeuner. Ce sont celles que l'on vend le moins cher lors de l'activité matinale, ou moi qui joue de la musique le soir, et cela dérange parfois les gens. Ce coup de pied de porte qui explose devient récurrent. Mais il n'y a pas que la salle du petit déjeuner, c'était aussi les portes du hall d'entrée, et je peux clairement voir depuis le comptoir. Encore plus troublant, le bureau privé devant lequel il y a une porte d'entrée qui n'est pas étiquetée et que seuls les employés utilisent pour arriver à l'arrière du bureau d'accueil devient une cible pour ces sporadiques coups de pied invisibles. Je tenais un journal qui racontait tout ce qui se passe pendant mon service, tout ce qui pourrait être un problème, causer des plaintes d'autres collègues ou des demandes spéciales. Bref, tout ce qui sort de l'ordinaire. Je commence à noter les sons dans mon journal interactif et je demande à mes collègues de travail s'ils ont remarqué des bruits étranges aussi. Personne d'autre n'a remarqué de claquement de porte, ni même les autres travailleurs de nuit. Mais il y avait un taux de rotation élevé. À part le responsable de la réception et les femmes de ménage, pendant 6 mois, j'étais le deuxième employé le plus vieux dans l'établissement. Les autres travailleurs de nuit ne sont jamais restés plus de 3 mois. Et je travaillais tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Donc il y avait toujours des week-ends en congé, mais ils ne restaient jamais longtemps. Ensuite, c'est la machine à glace qui a commencé à s'allumer et à cracher de la glace sur le sol de la salle de petit déjeuner. C'était moins fréquent que le boom des portes, mais c'est arrivé une poignée de fois pendant mes 2 ans là-bas. Ce n'est jamais arrivé pendant le service de quelqu'un d'autre, d'après ce que j'ai pu remarquer. Les propriétaires ont juste dit que c'était un dysfonctionnement de la machine et m'ont ignoré, en me disant de nettoyer et de mettre un panneau d'avertissement quand le sol serait encore mouillé à l'heure du petit déjeuner. Pourtant, les propriétaires étaient indiens. Et après cela, ils ont commencé à se montrer à l'aube et à bénir mon royaume plus souvent. Mais après cela, il y a eu le clic. Si vous n'avez jamais entendu un chien qui a besoin de couper ses ongles et qui se trotte sur le plancher de bois, c'est le même bruit. Au début, j'étais à la recherche d'un gros rat ou autre rongeur, mais les caméras de sécurité et ma vigilante fouille avec mon balai n'a rien donné. J'ai quand même dit au propriétaire d'appeler les services de désinfectisation pour être sûr, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'un ami à fourrure et n'ont rien attrapé, puisque les pièges à fromage ont été laissés intacts. Et rapidement, c'est devenu un bruit de routine aussi. Vers la fin de mon séjour là-bas, j'étais sur mon téléphone avec un ami au fond de la pièce, loin du bureau, là où mes cafetières industrielles sont. Un petit tableau blanc que nous utilisions pour tracer des numéros quotidiens s'est envolé du mur et m'a presque giflé le visage. Puis il est tombé sur le sol à mes pieds. C'était bizarre parce qu'il était déjà tombé auparavant, et qu'il tombait directement sur ce qu'on appelle le bureau de chargement, où le manager travaille pendant la journée. Par contre, j'étais à plusieurs pas, disons une distance d'à peu près 2 mètres de ce bureau. Il n'y avait pas de vent pour le faire voyager à un angle, et même si elle l'avait fait, le tableau était monté à peine au-dessus du niveau de mon visage. Il devait se déplacer presque en ligne droite pour littéralement frapper mon visage. J'ai bien ri de la situation, mais j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir utilisé mon appareil photo et d'avoir enregistré la scène. À l'époque, c'est la preuve la plus solide, puisque je n'avais jamais eu de preuve de mes expériences paranormales, et j'ai juste zappé. Je suppose que j'avais des problèmes plus graves au moment où je parlais à mon ami. Mais mon Dieu, comment j'étais stupide! N'hésitez pas à me rappeler comment j'étais stupide, et si cela montre à quel point j'étais distrait à cette période de ma vie. Je travaillais littéralement dans une chambre où un meurtre avait précédemment été commis, et je n'ai même pas remarqué.